Je reçois Charles Mouchizi Mougaga sur ce plateau. Bienvenue et bonne année. Merci. Bonne année à vous. Vous êtes membre de la société civile. Elle est plurielle, cette société civile. Mais plus, vous êtes à la tête, le coordonnateur, c'est comme ça qu'on dit? Je suis directeur plutôt. Ah voilà. Du CERGI, le Centre d'échange pour des réformes juridiques et institutionnelles. Voilà. CERGI, vous êtes également avocat, mais vous n'engagez pas le barreau sur ce plateau. Absolument pas. Vous êtes ici comme, un citoyen congolais qui réfléchit. Nous parlons gouvernance, redevabilité, le mot est savant, rendre compte. Voilà. Diriger, gérer et rendre compte. Le président, on commence par le Grand Kassai, il est là avec quelques membres du gouvernement. Pourtant, à l'époque du fait maréchal, la vie s'arrêtait à Kinshasa et tout était là-bas. Même des réunions des CPGL avec ses homologues africains se tenaient là où il était. Et puis voilà, à chaque moment, le Premier ministre prenait note, les membres du gouvernement, et des solutions, des solutions urgentes tombaient. Mais contrairement à cette belle époque, aujourd'hui, le président est seul. Plus les sénateurs, députés nationaux, sont là dans leur base parce qu'en vacances parlementaires pour l'accueillir, et les problèmes restent intacts. Quand ils quittent une cité, même l'eau et l'électricité cessent vraiment de... Donc la lampe s'éteint et l'eau ne coule plus de robinet. Et pourtant, c'est là le moment où on dit Papa Yenza Lesili. Alors que les warriors restent dans les bureaux à Kinshasa. Vous ne voyez pas bien les choses de cette manière, vous? Cela dénote forcément d'une très très faible coordination de l'action gouvernementale au niveau de Kinshasa. Parce que le pays ne se limite pas à Kinshasa et il n'est pas acceptable que des dirigeants, même si on peut supposer qu'il y a la décentralisation, qu'il y a le gouvernement provinciaux, etc., les ministres nationaux ont quand même des attributions très élargies pour la plupart qui touchent les questions essentielles du développement du pays dans l'ensemble. Et donc ça, le fait de ne pas beaucoup s'intéresser à ce qui caractérise aujourd'hui les provinces dénote d'une très très faible coordination de l'action gouvernementale. Ça dénote même d'un faible niveau de l'esprit citoyen, des ministres qui sont censés prendre fait et cause pour chaque citoyen de ce pays. Les Congolais ne se limitent pas à Kinshasa. Et donc, il devait y avoir un programme d'anticipation au voyage du chef de l'État pour mettre les infrastructures en place et pour faire profiter effectivement les provinces que le chef de l'État a visitées des richesses nationales. C'était l'occasion pour démontrer cet élan de solidarité qui est chanté dans l'hymne national et qui est plusieurs fois répété dans la constitution de notre pays au titre d'une société inclusive, d'une société où règne la justice, où règne le respect, les droits, des droits humains, etc. Il n'y a pas de droits humains lorsque les gens sont maintenus dans la pauvreté. Je parle bien de maintenus. Il y a des millions qui se consomment à Kinshasa et là, ils se retrouvent tous dans une misère, dans la poussière. Ils font semblant peut-être de partager cette misère avec la population, mais on voit très très bien que c'est plutôt l'incompétence qu'ils affichent, l'indifférence qu'ils affichent, le manque d'esprit citoyen et la faible capacité de se coordonner comme entité d'action en faveur de la population. Et ça, c'est grave. Alors, lorsque on visite le Congo profond, généralement, les députés sénateurs, les membres du gouvernement sont soit en tenue débrayée, t-shirt, par moment, voilà. Oui, mais il y a justement tout ça qui dénote du mépris de nos concitoyens en province. Parce alors, on devait toujours être en veste? Absolument, c'est une tenue officielle. Lorsqu'un ministre se déplace, il est ministre partout où il est. Il n'a pas à se limiter à porter le costume et la cravate à Kinshasa, et lorsqu'il va en province, il est en polo. Non, c'est un manque de respect pour le citoyen. Il respecte plus alors Kinshasa que le reste de province. Non, moi j'ai particulièrement aimé la tenue du chef de l'État qui est resté constant dans sa tenue officielle dans toutes les provinces où il est passé. C'est un signe aussi de respect des gens que vous allez visiter. Vous allez visiter les gens en vous habillant dignement, en vous habillant de la manière que votre qualité vous exige de vous habiller. Et je n'apprécie pas des ministres qui se promènent, et même des députés provinciaux, des députés nationaux plutôt, qui vont en province plutôt avec des polos
comme s'il s'agissait d'un arrière-lieu qui ne peut pas être valorisé autrement que par une tenue de sport. Alors, on dit à Kinshasa qu'il y a mobilisation importante des recettes fiscales et non fiscales. On dit aussi que il y a suffisamment de jus donc au trésor public, mais la gouvernance, on gère une cité, une nation, un pays, c'est pour le bien de la population, la transformation de leurs conditions, changement de leurs conditions de vie. Alors, suffisamment de jeux à Kinshasa, en province, le chef est là, avec quelques ministres seulement, par-ci, par-là, quelques secteurs, quelques mandataires de quelques sociétés. Mais plus ce sont les députés nationaux, les sénateurs qui sont allés là-bas, rejoindre la base, c'est l'occasion de se mettre en vedette pour 2023. Mais lorsque le chef lui-même s'embourbe, quelque part, aucun tracteur de l'office de route ne passe par là pour pouvoir changer la situation. Le chef part, il revient, la situation reste la même. Quand il est dans un coin, il y a un peu la lumière. Dès qu'il quitte, la lumière est partie. Mais c'est alors, clair. comment expliquer ça? Alors, le problème, c'est au niveau du gouvernement, metteur en scène de toute la politique du pays ou le programme quinquennat du président, ou le problème, c'est au niveau des gouverneurs? En fait, tel que fonctionne le pays, les gouverneurs n'ont pas beaucoup d'autonomie. Ils dépendent beaucoup de Kinshasa. Et donc, lorsque les choses ne marchent pas dans les provinces, il faut interroger Kinshasa. Et l'impression que le gouvernement nous donne aujourd'hui, c'est de ne pas être suffisamment coordonné. On ne sent pas le gouvernement se réunir sur des thématiques précises pour prendre des actions en faveur de la population. On est presque en train de marcher à tâtons. Il faut chercher l'impiodi pour la banana, mais on ne peut pas réfléchir sur une politique de pêche au niveau national. On veut distribuer le riz qui vient du Pakistan, mais on ne veut pas, et simplement à la fin de l'année, mais pendant toute l'année, il n'y a eu aucune discussion au gouvernement sur des politiques agricoles sérieuses, à part le saupoudrage qu'on a vu de temps en temps, pour la production quantitative et qualitative du riz. Et ça, c'est une faiblesse du gouvernement, il faut le reconnaître. Alors, lorsque on veut tout mettre maintenant sur le dos du chef de l'État, il faut nuancer. C'est lui qui anime le portefeuille lui-même, le ministère de l'Agriculture. Oui, si c'est un homme peu bavard dans son bureau, on ne l'a pas vu, même dans la suite du président de la République. Or, l'agriculture, c'est ça même la vie. Mais il y a non seulement le fait que les ministres semblent ne pas assumer totalement les responsabilités qui sont les leurs, mais on ne sent pas le Premier ministre donner des matières à réflexion. On ne le sent pas interpellé, on ne le sent pas initié, on ne le sent pas sanctionné éventuellement. Et entre-temps, le chef de l'État qui a fait énormément de promesses, la parole du chef de l'État doit être suivie par une action. Et ceux qui doivent mettre cette parole en action, ce sont les conseillers qui proposent des actions concrètes à leur chef. Et ce sont les ministres qui proposent des choses concrètes à faire au niveau du gouvernement. Et donc, il se fait qu'il y a une sorte de décalage entre le chef de l'État qui ne peut avoir qu'un discours, c'est pas à lui de prendre la truelle pour construire une maison, et le gouvernement qui est l'exécutif, vous savez, l'exécutant du programme du chef de l'État. Parce qu'il s'agit bien du programme du chef de l'État, même si on dit le programme de gouvernance de la République démocratique du Congo. C'est lui qui a été élu et c'est lui qui va défendre son mandat en 2023. Et donc, il y a matière à réflexion pour ce qui est du temps restant en termes de consolidation de la gouvernance du pays par l'amélioration de la coordination de l'action gouvernementale. En tout cas, on ne sent pas le gouvernement. Bon, mais pourtant, quand même, c'est une tournée annoncée d'avance. Oui, mais le chef de l'État ne pouvait pas lui-même fabriquer des tapis et des routes et autres. Ça veut dire simplement que le gouvernement a failli, a fait défaut d'accompagner le chef de l'État de manière à le valoriser dans les provinces où il est passé, de manière à partager les ressources de la République avec nos concitoyens de ces provinces qui auraient bien pu voir, en tout cas ils auraient souhaité, voir leurs conditions matérielles, ne serait-ce que de circulation routière, s'améliorer du seul fait
qu'ils ont reçu quand même le premier d'entre eux. Et donc, il y a ce manque d'accompagnement qui pourrait être à la limite être très critiquable comme de mauvaise foi, parce qu'il n'est pas compréhensible qu'un programme du chef de l'État connu des mois, des semaines à l'avance ne soit pas suivi par des réalisations matérielles sur le terrain. C'est pas l'argent qui a manqué, c'est pas des techniciens qui ont manqué, c'est simplement un manque de volonté qui a manqué, un manque peut-être d'expérience. On peut même aller jusqu'à ce point mais on et peut critiquer. copier des bons exemples. À l'époque de Mobutu, tout n'était pas que sombre. Même à l'époque de Kabila, il y a eu quand même, je me souviens, à un moment donné, il y a eu Conseil des ministres. À Kenge, il venait de prendre le pouvoir dans le Grand Bandundu. Lorsqu'on échangeait au téléphone pendant le briefing, vous avez dit les conseils des ministres, durant tous les séjours de Félix Antoine Tshisekedi dans le Grand Kasaï, devaient se tenir. Absolument. C'est une façon de Lusambo, valoriser la à province. Mujima, à Kananga, C'est une façon de montrer de l'amour à ses Kabinda. citoyens. C'est une manière pour les institutions publiques, en tout cas celles qui sont centralisées à Kinshasa, de montrer et de dire ouvertement à nos concitoyens de ces provinces qu'ils sont de cœur, qu'ils font partie du même Congo que eux dirigent. Et donc, qu'ils peuvent tenir des conseils des ministres là-bas. Ce qui constitue d'ailleurs un point important aussi de l'histoire de la province. Les enfants pourraient étudier ça un jour dans leur scolarité à l'école primaire. Que tel 5e conseil des ministres, par exemple, du gouvernement Tshisekedi, s'était tenu à Lusambo. Et avec des infrastructures laissées pour cet effet, pour immortaliser justement cet événement. Il est bon que nos dirigeants démontrent clairement, à travers toutes les provinces, qu'ils dirigent le pays dans son ensemble et pas seulement Kinshasa. Alors, est-ce que le gouvernement n'attend pas le rapport de la tournée de chef de l'État dans le Grand Kasaï? Comme d'habitude, ce Conseil des ministres a été introduit par la communication du chef de l'État sur sa tournée dans le Grand Kasaï ou dans tel coin. Le chef de l'État nous a dit ceci, cela. Est-ce que c'est pas ça, peut-être? Non, mais on voit déjà une déficience. On voit déjà une déficience en termes numériques des ministres qui ont accompagné le chef de l'État. Il y a plus de députés, et surtout des députés qui veulent plus ou moins lancer une pré-campagne pour leur élection. Et donc, le gouvernement, qui est le gestionnaire de l'action publique au quotidien, n'y est pas. Et donc, c'est même pas qu'il avait besoin de faire un rapport, parce qu'il avait besoin de faire des constats directement sur le terrain et prendre action. Et c'est ça qui manque. Chef est allé aujourd'hui à Lodja, nous attendons les images justement, Lusambo, donc Sankourou, la voie d'accès facile, c'est Lodja justement, mais vous avez suivi un député national, Mende, je ne fais pas sa promotion, qui a utilisé son tracteur, le terme technique je ne l'ai pas, pour pouvoir essayer d'arranger la piste, alors que au niveau national, le gouvernement central savait que le président devait passer par le Sankourou et principalement par l'Odja. Mais ça, c'est de la moquerie, parce que Mende, que je sache, a été au gouvernement pendant des années. Est-ce qu'il a déjà fait inscrire au programme du gouvernement une seule question qui touche au développement du Sankourou, et cette question a été rejetée? Les gens se positionnent dans les institutions pour leur propre intérêt individuel. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un ministre puisse croire qu'il a des bienfaits, des actes de bienfaisance à faire à la République. Les seuls actes qu'il doit poser, c'est de faire en sorte que le gouvernement puisse mettre en place des politiques publiques en faveur de la population. Et on ne connaît pas une seule action que lui a initiée, a mise en branle devant le Conseil des ministres pour que le Conseil des ministres statue sur l'une ou l'autre question qu'il faut améliorer là-bas. Construire des routes, ce pays est immensement riche. On ne parle peut-être pas de toutes les ressources dont dispose ce pays, mais construire des routes dans toutes les provinces, ça ne peut pas être de la magie. Il y a des ressources pour cela, mais il manque des gens non seulement pour élaborer des politiques sérieuses et pour trouver des ressources pour réaliser ces politiques, notamment sur le plan des infrastructures. Est-ce que le problème ne se pose pas au niveau même de la planification et du décaissement? D'abord, qu'est-ce qui est prioritaire dans cette tournée?
qu'est-ce qu'on doit mobiliser les fonds avant, justement, pour permettre au président de la République de laisser une image positive partout où il passe, avec des œuvres palpables. Le président est passé par notre village, il est passé par ici. Non seulement il y a la nourriture, non seulement il y a la réfection des routes, mais également il y a des médicaments dans telle pharmacie, dans tel hôpital de l'État, ainsi de suite. Le ministre de la Santé n'est pas dans les coins, à ce que je sache. J'ai vu plus Madame Samba à des mines, plus à Miabi. Alors, mais quand vous regardez, il n'y a pas un accompagnement du chef. Il n'y a aucun accompagnement dans les secteurs pro-pauvres. Et les secteurs pro-pauvres, c'est d'abord l'énergie, c'est l'école, c'est la justice, c'est l'agriculture, le développement rural, etc. Ça sont des ministères qui doivent être valorisés dans ce pays. Il ne faut pas qu'on renvoie là des ministres comme pour dire on n'a pas mieux à te donner. Mais il n'y a pas mieux justement que ces ministères-là. Et donc, les premiers, et là je vais encore revenir peut-être sur la question de la qualité d'individus qui sont engagés par le chef de l'État lui-même pour l'accompagner. Ben, c'est des individus dont les compétences sont très questionnables aujourd'hui. Presque tous trempés dans la corruption, dans les détournements, mais aucun... Vous n'avez pas des preuves pour tous, hein, voilà. Ben, une affirmation presque tous. grave. En tout cas, je ne me fie pas à l'opinion qui circule, mais on peut dire quand même qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et en plus, ce sont des travailleurs du chef de l'État. Ce n'est pas eux qui doivent se positionner comme des chefs. Des conseillers du chef de l'État qui sont, faut appeler, excellence. Des conseillers qui ne sont que conseillers, mais qui ont des cabinets dans le cabinet. Jamais dans aucun pays un conseiller a la signature. Ils se soumettent à l'autorité du directeur de cabinet du chef de l'État. Il n'y a que lui qui statue par décision. Il n'y a que lui qui sanctionne leurs conseils. Alors vous voulez dire par là qu'il y a une sorte de guerre entre l'exécutif national et la cour du chef. Et le conglomérat d'incompétents qui entoure le chef de l'État. La cour, faut le dire comme ça. Dans laquelle certaines personnalités se croient à un gouvernement parallèle. En fait, comme le disait d'ailleurs l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, il y a des élections libres qui sont incontrôlables. Et donc, des gens... Mais comment peut-on se permettre d'appeler un conseiller du chef de l'État excellence? Mais le chef de l'État lui-même, il est quoi alors si son conseiller est une excellence? Ça manque de sens. Le chef de l'État a choisi finalement des gens qui n'ont aucune loyauté envers lui et qui n'ont aucune capacité technique pour l'accompagner et mettre en branle les promesses qu'il fait à la population. Ce n'est pas au chef de l'État, lorsqu'il fait une promesse, de prendre la truelle pour construire une maison, comme j'ai dit. C'est aux gens qui travaillent pour lui, aux gens qu'il a engagés. Mais personne de cela n'est capable, en dehors de l'acclamation des titres et de la recherche de l'argent. Beaucoup de ces adresses passent en direct sur la chaîne nationale. Vous avez suivi à Kananga, si en Bujimaï, la population était toute oreille pour écouter vraiment le chef. Mais à Kananga, les jeunes, pour la plupart, n'ont pas voulu que le chef aille jusqu'à la fin. Ils n'ont fait que poser les problèmes. Un à un, ils ont accusé même des responsables locaux, et même certains élus. Du coup, vous voyez que le chef a affaire seulement au peuple et apparemment, le chef a besoin d'être aidé par des gens pour pouvoir matérialiser ses promesses. Mais il lui reste très peu de temps. Ça s'appelle... voilà, donc balayer à la cour, il lui reste même très au niveau peu du de gouvernement. Il lui reste très peu de temps. Mais en fait, même en termes de temps, on ne devrait pas calculer. On devait parler des besoins pressants qu'il faut assouvir en faveur de la population. Il faut, et là je me positionne comme conseiller du chef de l'État aujourd'hui, sans paiement bien sûr. Autoproclamé. Parce que je suis un de ses concitoyens, il faut qu'il parvienne à arrêter avec le gouvernement de compromission. Enfin, les gouvernements de compromis, en fait, qui n'ont fait que de la compromission. Il faut qu'il ait des hommes qui peuvent le servir et rien que servir les intérêts de la population à travers les schémas qu'il donne. Aujourd'hui, on ne sent pas le gouvernement, on ne sent pas le Premier ministre, on ne sent aucun débat autour des politiques fédératrices
qui peuvent constituer des moteurs de restructuration du pays, du développement du pays. La preuve, c'est que le chef de l'État est parti et il a constaté qu'il n'y a rien qui se fait sur le terrain. Mais là, au chef de l'État de parler directement à la population, il ne peut que recueillir justement les doléances. Malheureusement, il n'y a rien qui, entre-temps, se traduit en action. Pour le peu de temps qui reste, le chef de l'État doit investir dans des hommes de qualité, dans des hommes loyaux, dans des hommes qui ne cherchent pas l'honneur et les titres et des excellences, ou qui roulent dans les sens inverses dans ce pays pour montrer qu'ils ont le pouvoir, des conseillers qui se font garder par la garde républicaine. Ça ne s'explique nullement dans un pays qui a un président civil, mais où des conseillers sont gardés par la garde républicaine, des militaires armés. Et donc, c'est des détournements même des services publics de l'État à des fins individuelles. Un conseiller n'a pas besoin de 4 et 5 véhicules pour se déplacer dans ce Kinshasa, ni de rouler dans le sens inverse pour montrer qu'il est intouchable. Et donc, c'est des interpellations claires que je fais au chef de l'État, parce qu'il en va non seulement de l'honneur qui va le suivre après ce mandat et après éventuellement un deuxième mandat qu'il clame déjà. On termine par le volet justice ou judiciaire. Mais bien avant, qui est le plus grand gagnant de cette tournée du chef dans le Grand Kasaï? Le plus grand gagnant? Le plus grand gagnant, c'est d'abord le chef de l'État lui-même, parce que ça lui permet de palper les problèmes. Ça veut dire qu'après avoir vu les problèmes, il a beaucoup vécu à l'extérieur. Il n'a pas été beaucoup dans les provinces à l'intérieur du pays. Et donc peut-être qu'il n'avait pas vraiment connaissance des problèmes de la population, de la base. Maintenant, en revenant, il va avoir clairement des actions qu'il va planifier pour résoudre les problèmes, en tout cas certains d'entre eux qu'il pourra, parmi ceux qu'il a rencontrés. Mais évidemment, la population, elle est contente, parce que cet éloignement de la capitale par rapport à l'ensemble des provinces fait que plus vous vous éloignez de Kinshasa, plus vous ne sentez plus le pouvoir. Et donc, ce rapprochement du chef de l'État avec la population permet à la population de se réapproprier son chef de l'État, de se réapproprier les institutions publiques et de comprendre qu'effectivement, cette population-là compte aussi dans le cadre des actions du gouvernement. C'est donc à la fois le chef de l'État et la population. Et voilà. Surtout qu'il va donc boucler son mandat à la fin de ce mois, en début du mois de février, à la tête de l'Union africaine. Donc les instances internationales auront du mal à plus le voir, peut-être en visioconférence ou peut-être délégué d'autres personnalités. Ce sera un président près de la base. Lorsqu'on est président de la République démocratique du Congo, on est de fait président de l'Afrique. C'est un pays qui s'impose comme la capitale de l'Afrique même. Voilà. La présidente tanzanienne l'a donc dit il y a quelques jours, nous avons la vidéo. Voilà. Il dit, tout le monde convoite ce pays, voilà. Nous, on a intérêt à y gagner quelque chose. Absolument. Et il faut que nous en soyons conscients. C'est un Kiswahili Bora, j'ai bien traduit. Charles Mouchizi, on boucle par le volet judiciaire. Le président, en restant un peu, en se montrant plus humaniste, c'est-à-dire avec des grâces et des soucis, l'IGF de moins en moins qui commence à agir à l'approche de 2023, justement. Est-ce que c'est une bonne approche? En politique, l'approche dépend... Avec des magistrats, des juges, oui. Oui, en politique, l'approche dépend des résultats auxquels on veut arriver. Très flexible. Et ces résultats, on ne peut pas les discuter sur le plan moral a priori, on les discute sur le plan de la performance politique. Et donc, maintenant, ce qu'il faut faire sur le volet judiciaire, c'est de renforcer la justice. Renforcer la justice... Quand on sait que les voleurs, établis voleurs par la justice, commencent à vider tous Mais il y a le problème... Ils commencent à laisser leurs cellules. Voilà. Le problème qu'il est essentiel de résoudre aujourd'hui, c'est pas de crier aux voleurs et d'envoyer les gens en prison. C'est de mettre le magistrat à l'abri de la tentation. On ne peut pas demander à un magistrat à qui le pays paye 300, 400 $,
de juger une affaire de millions. C'est le mettre à l'épreuve. Sa conscience ne sera pas tranquille parce que s'il est sollicité par le millionnaire... Il n'a pas 300 dollars quand même. C'est entre 300 et 500 dollars. Dites-vous? Absolument. Mais vous demandez à ce magistrat-là de juger une affaire de 50 millions de dollars. Pendant que ça peut être son occasion. 600 dollars, honnêtement. Mais ça ne change pas grand-chose. Ah, voilà. Ça ne change pas grand-chose. Ce magistrat-là qui se dit, c'est l'occasion pour moi d'acheter une maison ou de construire aussi, ben, j'accepte la corruption de ce monsieur qui a détourné 20 millions parce qu'il peut me donner 200 000. Une maison de 100. Qui n'aura jamais. Une maison de 100 quand même. Oui. Non, mais nous devons être conscients du danger devant lequel nous exposons notre justice, nos magistrats. Je pousserai ma réflexion plus loin en demandant au chef de l'État d'avoir une politique qui rabaisse sensiblement les salaires des politiques au bénéfice des salaires des magistrats pour que la justice puisse effectivement fonctionner. D'abord, ça va décourager tous les Congolais à ne penser que la politique, c'est le seul endroit où on peut développer sa vocation, parce qu'ils ne seront pas payés de manière juteuse et de manière à se prendre pour les meilleurs de la cité alors qu'ils ne produisent absolument rien pour la cité. Les enseignants de l'université, les enseignants de l'école secondaire, les médecins, les magistrats, s'ils voient leur salaire monter, ils vont améliorer la qualité de leurs prestations au bénéfice de la population. Ce qui n'est déjà pas le cas dans le chef du politique, qui a 14 jusqu'à 20 000 dollars en ministre et en vice-ministre, mais alors que le magistrat a moins de 20 fois que lui. Si vous voyez les dossiers que les magistrats lisent et traitent au quotidien. Les hommes honnêtes, crédibles, bien éduqués, ce qui ne résiste pas à des tentations au piège, au traquenard leur tendu par des présumés millionnaires voleurs. Ben, vous savez très bien, et ce n'est un secret pour personne, en tout cas de mémoire d'avocat, je n'ai jamais vu un riche perdre un procès devant un homme pauvre. Je n'ai jamais vu ça. Il arrive même que les juges, devant cette forte tentation, ne sachant pas de quoi il va nourrir ses enfants demain, les amener à l'école, il cède à toutes les parties. Et qu'il sollicite toutes les parties litigantes au procès. Et finalement, il accepte même qu'on le sanctionne parce qu'il n'a pas d'espoir d'un lendemain meilleur. Il doit nourrir les enfants. Lorsqu'un papa doit rentrer à la maison... C'est ce qui est en lui depuis la naissance, donc comme valeur entre guillemets. Ce n'est pas quelque chose d'accidentel. Non, il n'y a personne qui est a priori mauvais et personne a priori bon. Merci. Parce que la vertu doit être servie. Il doit y avoir des atouts mis à l'avantage de la personne dont on sollicite un certain nombre de prestations pour être sûr que cette personne-là peut non seulement fournir ses prestations, les fournir à temps, mais aussi de manière qualitative. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui avec la justice, ce n'est pas possible. Et voilà. Merci. Je vous en prie, M. Lumbala. Moshizi Mugaga était avec nous. Il est le directeur du Centre d'échange pour les réformes juridiques et institutionnelles. Le CERJ. Voilà, des réformes qui sont d'autres bonnes pour les tiroirs. Parce que dans la praxis, on n'a pas réformé l'homme. C'est exactement par là qu'il faut travailler maintenant. Voilà. Nous allons prendre John Kankondé cette fois-ci pour parler de tout ce qui semble être prioritaire au cœur du Congo.